Le chapitre 24. Le président de l'Équateur contre les grosses pétrolières. Mes séjours en Colombie et au Panama me permettaient de retourner souvent dans le seul pays où je me sentais chez moi quand je me trouvais à l'étranger. L'Équateur avait connu une longue série de dictateurs et d'oligarchies de droite manipulés par les intérêts politiques et commerciaux des États-Unis. En un sens, ce pays était la république de bananes typique à la corporatocratie et y avait fait des conquêtes majeures. Vers la fin des années 60, on a commencé à exploiter sérieusement le pétrole du bassin équatorien de l'Amazone, avec pour résultat une fièvre acquisitionnelle qui fit tomber dans le piège des banques internationales le petit cercle de familles qui dirigeait l'Équateur. Fortes de leurs futurs revenus pétroliers, elles firent contracter à leur pays d'énormes dettes. Les projets se multiplièrent dans tout l'Équateur. Routes et zones industrielles, barrages hydroélectriques, systèmes de transmission et de distribution de l'électricité, etc. Encore une fois, les compagnies d'ingénierie et de construction s'enrichirent. Il y avait dans ce pays des Andes un homme dont la popularité montait en flèche. Il constituait une exception à la règle de la corruption politique et de la complicité avec la corporatocratie. Il s'appelait Jaime Roldos. Il était avocat et professeur d'université, il avait près de 40 ans et je l'avais rencontré à quelques reprises. C'était un homme charismatique et charmant. Un jour, je lui offris spontanément de me rendre à Quito n'importe quand pour lui fournir des services de consultation gratuits. Je ne plaisantais qu'à moitié car je l'aurais fait avec plaisir pendant mes vacances. J'aimais beaucoup cet homme et j'aurais saisi n'importe quel prétexte pour me rendre dans son pays. Je le lui dis et il me fit alors une offre semblable en riant. Il m'affirma que je pourrais aller le voir n'importe quand pour négocier le prix de ma facture de pétrole. Il s'était fait une réputation de populiste et de nationaliste. Il croyait fortement aux droits des pauvres et à la responsabilité des politiciens quant à l'exploitation modérée des ressources naturelles. Lorsqu'il se lança dans la campagne présidentielle en 1978, il attira l'attention de ses compatriotes ainsi que des citoyens de tous les pays dont le pétrole était exploité par des intérêts étrangers ou dont la population désirait s'affranchir de puissantes forces extérieures. Roldos était l'un des rares politiciens modernes à ne pas avoir peur de s'opposer au statu quo. Il s'en prit aux compagnies pétrolières et au système pas très subtil qui les soutenait. Par exemple, il accusa le Summer Institute of Linguistics, entre parenthèses le SIL, un groupe missionnaire évangélique américain, de collusion avec les compagnies pétrolières. J'avais connu les missionnaires du SIL quand j'étais dans les Peace Corps. Cette organisation s'était introduite en Équateur et dans plusieurs autres pays sous le prétexte d'étudier, d'enregistrer et de traduire les langues indigènes. Le SIL avait beaucoup travaillé avec la tribu des Huaorani, dans la région du bassin amazonien, durant les premières années de l'exploitation pétrolière, lorsqu'émergea un fait troublant. Chaque fois que les sismologues rapportaient au siège social de leur compagnie l'existence probable de gisements pétrolifères dans une certaine région, le SIL encourageait les indigènes à quitter cette région pour s'installer dans des réserves missionnaires où on leur fournirait de la nourriture, un abri, des vêtements, des soins médicaux et une éducation religieuse. Il n'y avait qu'une condition. Ils devaient céder leur territoire aux compagnies pétrolières. De nombreuses rumeurs voulaient que les missionnaires du SIL aient utilisé tout un arsenal de méthodes sournoises pour persuader les indigènes d'abandonner leur foyer et de s'installer dans les missions. Selon l'une de ces rumeurs, qui était très répandue, les missionnaires avaient donné aux indigènes de la nourriture à laquelle ils avaient ajouté des laxatifs, puis leur avaient offert des médicaments pour guérir l'épidémie de diarrhée. Le SIL parachuta sur tout le territoire Huaorani des paniers de nourriture à double fond, où étaient cachés de minuscules émetteurs réglés sur des récepteurs de la base militaire de Shell. Chaque fois qu'un indigène se faisait mordre par un serpent ou tombait malade, un représentant du SIL venait lui porter un antidote ou les médicaments appropriés, souvent par un hélicoptère de la compagnie pétrolière. Au tout début de l'exploitation pétrolière, on trouva les corps de 5 missionnaires du SIL, le corps transpercé par des lances appartenant aux Huaorani. Plus tard, ces derniers dirent qu'ils avaient voulu signifier ainsi au SIL de ne pas pénétrer sur leur territoire. Le message ne fut pas entendu. En fait, il eut tout l'effet contraire.
Rachel Sand, la sœur de l'une des victimes, fit une tournée des États-Unis, apparaissant à la télévision nationale pour demander de l'argent et de l'appui pour le CIL et les compagnies pétrolières qui, disait-elle, aidaient les sauvages à se civiliser et à s'instruire. Le CIL reçut des fonds des organismes de charité de la famille Rockefeller. James Roldos déclara que ses contacts avec les Rockefeller prouvaient que le CIL ne constituait qu'une façade pour voler aux indigènes leur territoire et promouvoir l'exploration pétrolière. John D. Rockefeller fut le fondateur de la Standard Oil, qui plus tard se scinda pour former les grandes compagnies dont Chevron, Exxon et Mobil. Roldos semblait suivre les traces de Torrijos. Ces deux hommes tenaient tête à la plus grande superpuissance du monde. Torrijos voulait récupérer le canal de Panama, alors que Roldos, par sa position fortement nationaliste, menaçait les compagnies les plus influentes du globe. Tout comme Torrijos, Roldos n'était pas communiste, mais défendait plutôt le droit de son pays à choisir son propre destin. Et, tout comme il l'avait fait dans le cas de Torrijos, les experts prédisaient que jamais Washington et les grosses compagnies ne toléreraient Roldos s'il était élu président et qu'il connaîtrait alors le même sort que le guatémaltèque Arbenz ou le chilien Allende. Il me semblait que ces deux hommes auraient pu, en unissant leurs efforts, susciter un mouvement en politique latino-américaine qui eût entraîné des changements à l'échelle de la planète. Ces hommes n'étaient pas des Castro ni des Kadhafi. Ils n'étaient associés ni à la Russie, ni à la Chine, ni, comme Allende, au mouvement socialiste international. Ces deux leaders populaires, intelligents et charismatiques, étaient pragmatiques plutôt que dogmatiques. Ils étaient nationalistes sans être anti-américains. Si la corporatocratie reposait sur trois piliers, les grosses compagnies, les banques internationales et les gouvernements complices, Roldos et Torrijos avaient la possibilité d'en éliminer un, celui de la collusion gouvernementale. Un élément majeur de la plateforme électorale de Roldos était la politique des hydrocarbures. Elle était basée sur le fait que le pétrole constituait la plus grande ressource potentielle de l'Équateur et que toute future exploitation de cette ressource devait s'effectuer de manière à ce que la plus grande partie de la population en retire le plus grand bénéfice. Roldos croyait fermement à l'obligation de l'État d'aider les démunis. Il espérait que la politique des hydrocarbures pourrait être utilisée comme un levier de réforme sociale. Il devait toutefois user de prudence, car il savait qu'il ne pourrait être élu président de l'Équateur sans l'appui d'au moins quelques-unes des familles les plus influentes du pays, et que, même s'il y parvenait, il ne pourrait appliquer son programme sans leur soutien. J'étais personnellement soulagé de voir Carter à la Maison-Blanche à ce moment crucial. Malgré les pressions exercées par Texaco et d'autres intérêts pétroliers, Washington demeura à l'écart. Je savais qu'il n'en aurait pas été ainsi sous d'autres gouvernements, qu'ils fussent républicains ou démocrates. Je crois bien que ce fut surtout la politique des hydrocarbures qui convainquit les Équatoriens d'envoyer James Roldos au palais présidentiel de Quito. Il était leur premier président élu après une longue série de dictateurs. Il exposa les grandes lignes de cette politique dans son discours inaugural le 10 août 1979. Nous devons prendre des mesures efficaces pour protéger les ressources de la nation. L'État doit maintenir la diversification des exportations et sauvegarder son indépendance économique. Nos décisions s'inspireront uniquement des intérêts nationaux, et ce, dans la défense absolue de nos droits souverains. Une fois au pouvoir, Roldos dut se concentrer sur Texaco, puisque cette compagnie était alors devenue le principal acteur de la scène pétrolière. Ce fut une relation extrêmement houleuse. Le géant pétrolier ne faisait pas confiance au nouveau président et ne voulait participer à aucune politique qui créerait un précédent. Ses dirigeants savaient très bien que ce genre de politique pourrait servir de modèle à d'autres pays. Un discours prononcé par un important conseiller de Roldos, José Carvajal, résumait l'attitude du nouveau gouvernement. Si l'un des partenaires Texaco ne veut pas prendre le risque d'investir dans l'exploration ou d'exploiter telle ou telle partie d'une concession pétrolière, l'autre partenaire a le droit de faire ses investissements et ensuite de se l'approprier. Nous croyons que nos relations avec les compagnies étrangères doivent être justes. Nous devons faire preuve de fermeté dans cette lutte. Nous devons être prêts à subir toutes sortes de pressions, mais nous ne devrions manifester aucune peur ni aucun complexe d'infériorité dans nos négociations avec ces étrangers. Le 1er de l'an 1980, je pris une résolution. Une nouvelle décennie commençait. Dans 28 jours, j'aurai 35 ans.
Je me promis d'effectuer un changement majeur dans ma vie au cours de l'année et de prendre pour modèle à l'avenir des héros modernes comme James Roldos et Omar Torrijos. Au cours de l'année qui venait de se terminer, il s'était produit quelque chose qui m'avait choqué. Bien que, du point de vue de la profitabilité, Bruno eût été le meilleur président de toute l'histoire de Maine, McHale l'avait congédié, sans le moindre avertissement.